Le 29 mai 1953, l'Everest était la limite du monde connu. Deux hommes se dressèrent là où aucun humain n'avait jamais été. Sans GPS, sans corde fixe, seulement l'instinct, la détermination et un appareil photo pour prouver que c'était arrivé. Aujourd'hui, des centaines de personnes font la queue pour atteindre le sommet, parfois en piétinant des cadavres pour y arriver. La plus grandiose montagne du monde, qui fut autrefois le symbole du triomphe humain, est maintenant jonchée de détritus, d'embouteillages et de tragédies. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment l'Everest est-il passé d'un sommet sacré à un désastre mondial? Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais d'une manière ou d'une autre, nous l'avons permis. Voici l'histoire du mont Everest d'hier et d'aujourd'hui, et pourquoi certains grimpeurs disent qu'il ne devrait jamais plus être escaladé. Bienvenue à la limite extrême. Imaginez un instant que vous faites la queue. Elle avance lentement. Peut-être qu'une personne progresse toutes les quelques minutes. Vous vous impatientez, peut-être en consultant votre téléphone, en tapant du pied. Assez normal, n'est-ce pas? Sauf que dans cette file particulière, si vous attendez trop longtemps, vous mourrez. Si la personne devant vous prend trop de temps, vous mourrez. Si votre équipement tombe en panne pendant que vous attendez, vous mourrez. Et éparpillés autour de cette file, littéralement à vos pieds, se trouvent les corps gelés de personnes qui ont attendu dans cette même file avant vous. Maintenant, vous pourriez penser, quel genre de file démoniaque est-ce? Eh bien, cette file se trouve sur le mont Everest, à 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans ce que les grimpeurs appellent la zone de la mort. Et chaque année, des centaines de personnes rejoignent volontairement cette file, piétinant des cadavres juste pour prendre un selfie au sommet du monde. Mais voici ce qui va vous surprendre. Ce n'était pas toujours comme ça. En fait, il y a seulement 72 ans, le mont Everest était l'endroit le plus reculé, le plus sacré, le plus impossible de la Terre. Seuls deux hommes avaient été là où des centaines attendent maintenant en file. Alors, que s'est-il passé? Comment la plus grande réalisation de l'humanité est-elle devenue ceci? Eh bien, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur deux mondes différents. Le premier monde existait en 1953, quand le mont Everest représentait tout ce qui était noble dans l'ambition humaine. Le second monde existe maintenant en 2025, et il va vous perturber de manière auquel vous n'êtes pas préparé. Voici l'histoire de comment nous avons transformé la montagne la plus sacrée du monde en quelque chose qui, franchement, me retourne l'estomac. Mais avant d'entrer dans cette histoire, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. C'est le 29 mai 1953, et Edmund Hillary est sur le point de mourir. L'apiculteur de 33 ans de Nouvelle-Zélande se trouve à 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Son oxygène s'épuise. Le vent menace de le projeter de la montagne, et il est complètement seul, sauf pour son compagnon d'escalade, Tenzing Norgay. Maintenant, laissez-moi vous peindre un tableau de ce que signifiait être complètement seul en 1953. Il n'y avait pas d'autres grimpeurs sur la montagne. Aucun. Pas de corde fixe à suivre, pas de camp préétabli avec des repas chauds qui attendaient, pas de GPS pour leur dire où ils étaient, pas de téléphone satellite pour appeler à l'aide. Si quelque chose tournait mal là-haut, ils allaient mourir, et personne ne le saurait pendant des semaines. Hillary avait grimpé pendant plus d'une décennie, s'entraînant dans les Alpes, développant des callosités sur les mains à force de manipuler des cordes par des températures sous zéro. Tenzing tentait l'Everest depuis 1935. Pensez une seconde. 1935. Ce type avait essayé d'escalader cette montagne pendant 18 ans. Ce n'étaient pas des touristes. Ce n'étaient pas des influenceurs. C'étaient deux des alpinistes les plus expérimentés de la planète. Et même pour eux, c'était essentiellement une mission impossible. La préparation à elle seule devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur à quel point les choses étaient différentes à l'époque. L'équipe d'expédition britannique a passé une année entière à s'entraîner, une année complète. Ils ont étudié les cartes comme s'ils planifiaient une invasion militaire, parce qu'à bien des égards, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se sont entraînés avec un équipement d'oxygène primitif qui pesait 1 tonne et fonctionnait à peine. Ils ont appris à faire des nœuds avec des gants si épais qu'ils pouvaient à peine sentir leurs doigts. Et voici ce qui m'impressionne vraiment chez ces types. Il est évident qu'ils l'ont fait pour les bonnes raisons. Quand Hillary et Tenzing ont finalement atteint le sommet à 11h30 du matin le 29 mai, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont passé 15 minutes au sommet du monde, ont pris une seule photographie et ont laissé une petite offrande au dieu de la montagne. C'est tout. Pas de diffusion en direct, pas d'annonce de parrainage, pas de « n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner ».
En fait, Hilary était si humble concernant cette réalisation qu'il a dit de manière célèbre à son chef d'expédition « Eh bien, George, nous l'avons fait ». Et c'était toute sa célébration. Il n'a même pas dit à sa femme qu'il avait atteint le sommet jusqu'à son retour chez lui en Nouvelle-Zélande. Pouvez-vous imaginer ce niveau d'humilité aujourd'hui? Mais voici la partie qui va vous briser le cœur. Hilary a insisté pour que Tenzing Norgay ne soit pas son assistant ou son guide. C'était son partenaire égal. En 1953, quand les attitudes raciales étaient, disons, différentes, Hilary s'est assuré que le monde sache que cette réalisation appartenait à tous les deux également. Ce respect, ce partenariat, cette reconnaissance de Tenzing comme égal, a établi une norme pour la façon dont l'alpinisme devrait fonctionner. Souvenez-vous de cela parce que vous en aurez besoin pour ce qui suit. Petit détour dans ce train du chaos. Si vous voulez plus d'histoires brutes et non coupées que nous ne pouvons pas montrer ici, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. Je vous vois sur la vraie limite extrême. Avançons rapidement jusqu'en mai 2024. 413 permis ont été délivrés pour que les gens atteignent le sommet de l'Everest en un seul mois. Laissez-moi répéter cela. En un mois de 2024, plus de personnes ont escaladé l'Everest qu'ils n'en avaient grimpé dans les 30 premières années après la réalisation historique d'Hilary et Tenzing. Mais voici où cette histoire devient perturbante. Vous souvenez-vous de cette file que j'ai mentionnée au début? Laissez-moi vous dire exactement à quoi cela ressemble. Il est 4 heures du matin par une claire matinée de mai 2025. Vous êtes à 28 000 pieds dans la zone de la mort, où votre corps meurt littéralement à chaque respiration. Vous avez payé 65 000 $ pour cette expérience. Vous avez hypothéqué votre maison, pris une année de congé du travail et dit à tous ceux que vous connaissez que vous escaladez l'Everest. Vous suivez une ligne de corde fixe jaune vif que d'autres personnes ont installée pour vous, marchant dans les traces des 50 personnes qui sont devant vous. Et puis vous le voyez. Un embouteillage. Littéralement un embouteillage sur la plus haute montagne du monde. Les gens font la queue en consultant leur montre, brûlant leurs réserves d'oxygène pendant que des grimpeurs inexpérimentés devant eux luttent à travers un terrain qui tue des gens. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur la zone de la mort. À 29 000 pieds, il y a environ un tiers de l'oxygène qui existe au niveau de la mer. Votre corps commence à s'arrêter immédiatement. Votre cerveau commence à mourir. Vous avez peut-être 15 à 20 minutes de temps de survie sans oxygène supplémentaire. Alors, quand vous êtes coincé dans une file en regardant votre jauge d'oxygène chuter pendant que quelqu'un devant vous prend 10 minutes pour escalader une section qui devrait prendre 30 secondes, vous regardez littéralement votre vie s'écouler. Mais voici la partie qui va vous rendre malade. Éparpillés autour de cette file où ces gens attendent d'atteindre le sommet, il y a des corps. Des cadavres gelés de grimpeurs précédents qui n'ont pas réussi. Et ceux-ci ne sont pas cachés quelque part. Ils sont juste là sur la route, utilisés comme point de repère. Les grimpeurs piétinent littéralement des morts pour prendre des selfies au sommet. Il y a un corps qu'ils appellent « botte verte » à cause des bottes d'alpinisme vert vif dans lesquelles il est mort. Il est là depuis 1996, gelé sur place, et les grimpeurs l'utilisent comme marqueur de navigation. Tournez à gauche aux bottes vertes. Pouvez-vous imaginer un être humain, le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, réduit à un marqueur de sentier pour les touristes Instagram? En 2019, 11 personnes sont mortes sur l'Everest. Mais voici ce qui va vous choquer. La plupart d'entre elles ne sont pas mortes d'avalanche ou de conditions météorologiques extrêmes ou de l'un des dangers naturels de la montagne. Elles sont mortes parce qu'il y avait un embouteillage. Elles sont mortes en attendant dans la file, manquant d'oxygène pendant que des grimpeurs inexpérimentés devant elles se déplaçaient trop lentement à travers la zone de la mort. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va vous rendre absolument furieux. Vous souvenez-vous de comment Hilary a traité Tenzing comme un partenaire égal? Eh bien, cette idée est apparemment morte avec eux. Rencontrez Mingma Sherpa, 18 avril 2014. Il a 34 ans, est père de 2 enfants, et fait ce que sa famille fait depuis des générations. Sauf que Mingma n'est pas traité comme un partenaire égal. Il porte le double du poids, prend 10 fois le risque pour environ un dixième du profit. Tandis que les grimpeurs occidentaux peuvent passer à travers la mortelle cascade de glace qu'imbu 2 ou 3 fois pendant leur escalade, Mingma fera ce voyage 15 à 20 fois, installant des cordes, portant de l'équipement et approvisionnant les camps. La cascade de glace est essentiellement une cascade gelée de blocs de glace de la taille d'immeubles qui bougent et s'effondrent constamment. C'est la partie la plus dangereuse de la montagne et les Sherpas passent des semaines à y travailler pendant que les touristes y passent une fois.
Le 18 avril, une avalanche a rugi sur la montagne et a tué Mingma avec 15 autres Sherpas. C'était le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'escalade de l'Everest. Mais ce qui me brise vraiment le cœur dans cette histoire, c'est le fait que ce n'était pas juste un accident tragique. C'était des accidents du travail dans ce qui est devenu une industrie de services construite sur l'inégalité. Vous voulez savoir à quel point cette exploitation est devenue mauvaise? Les Sherpas sont maintenant obligés de porter des machines à espresso sur la montagne pour les grimpeurs occidentaux. Des machines à espresso à 20 000 pieds. Pouvez-vous imaginer risquer votre vie pour porter la cafetière de quelqu'un sur la montagne la plus mortelle du monde pour qu'il puisse avoir un bon café au lait au camp de base? Et voici la réalité économique qui rend cela encore plus déchirant. Un guide Sherpa peut gagner 8 à 10 000 $ par an en travaillant sur l'Everest. Cela ne nous semble rien, mais au Népal, où le revenu moyen est inférieur à 700 $ par an, c'est de l'argent qui change la vie. Alors, les familles sont forcées de choisir entre la pauvreté et mettre leurs fils et pères en risque extraordinaire. La montagne qui représentait autrefois le partenariat et le respect est devenue un système où les personnes qui font le travail le plus dangereux obtiennent la plus petite part des profits. Il est honnêtement difficile de penser à une trahison plus complète de ce qu'Hilary et Tenzing représentaient. Mais si vous pensez que l'exploitation des Sherpas est mauvaise, attendez d'entendre ce que les réseaux sociaux ont fait à cette montagne. En mai 2024, un lutteur professionnel nommé Darby Allin a décidé qu'atteindre le sommet de l'Everest n'était pas assez impressionnant. Alors, il a fait porter par son Sherpa une planche à roulettes jusqu'à 20 958 pieds pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a appelé le flip le plus haut du monde. L'acrobatie a duré 15 secondes. La vidéo a obtenu des millions de vues. Le risque pour le Sherpa qui a porté la planche à roulettes apparemment sans importance. Mais ce n'est même pas proche du pire de tout. Laissez-moi vous parler de certains des cascades de réseaux sociaux qui se sont produites sur l'Everest récemment. Et je vous promets, chacune va vous rendre plus en colère que la précédente. Johannes Ettlinger d'Autriche a joué une trompette basse au sommet. À 29 000 pieds dans la zone de la mort, où chaque seconde compte et chaque respiration est précieuse, ce type a décidé de faire un numéro musical pour ses followers des réseaux sociaux. 2 couples chinois ont été filmés en train de se battre littéralement et de se disputer, se donnant des coups de poing et des coups de pied pour savoir qui obtiendrait le meilleur spot selfie au sommet. Violence physique au sommet du monde pour Instagram. Un influenceur a réalisé un salto arrière en équipement complet d'escalade au sommet, atterrissant presque sur un autre grimpeur dans la zone de la mort, où une chute signifie non seulement votre mort, mais potentiellement la mort de tous ceux qui sont attachés à vous. Voici ce qui me dérange vraiment à propos de ces cascades. Quand votre objectif principal est le post viral plutôt que la réalisation personnelle, votre prise de décision change complètement. Vous devenez plus susceptible de prendre des risques insensés pour la photo, plus susceptible d'ignorer les protocoles de sécurité pour le contenu, plus susceptible de traiter les vies d'autres personnes comme jetables pour votre marque de réseaux sociaux. Edmund Hillary et Tenzing. Mais maintenant, tout concerne la destination. Le sommet qui représentait autrefois le summum absolu de la détermination et de l'humilité humaine est devenu juste un autre décor pour le branding personnel. Nous avons transformé l'une des plus grandes réalisations de l'humanité en un accessoire de style de vie. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que les guides de montagne ont commencé à appeler la discothèque de la zone de la mort. C'est ce qui arrive quand vous combinez des grimpeurs inexpérimentés, une addiction aux réseaux sociaux et l'environnement le plus hostile de la Terre. Imaginez ceci, vous êtes à 28 500 pieds. Votre cerveau meurt littéralement par manque d'oxygène. La température est de moins 40 degrés. Et le vent est assez fort pour vous projeter de la montagne. Ce n'est pas un endroit pour la célébration. Ce n'est pas un endroit pour danser. C'est un endroit où chaque mouvement devrait être calculé pour la survie. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Les grimpeurs prennent des photos de groupe qui nécessitent 20 minutes pour s'organiser. Ils font des danses de victoire chorégraphiées. Ils diffusent en direct leur expérience au sommet à des milliers de followers dans la zone de la mort où des gens meurent littéralement autour d'eux. Et voici la partie la plus dérangeante. Ils font tout cela en piétinant des cadavres gelés. La montagne s'est remplie de corps qui ne peuvent pas être récupérés parce que c'est trop dangereux et coûteux de les redescendre. Alors, ils restent là pour toujours. Le changement climatique rend cela encore plus horrible. Alors que les températures mondiales augmentent, la glace qui a préservé des décennies de débris d'escalade fond, exposant des déchets enterrés depuis longtemps et des restes humains. Des corps qui ont été cachés pendant des décennies sont maintenant visibles sur les routes d'escalade populaires.
La montagne devient un musée grotesque d'ambition alpiniste. En 2019, la glace fondante a révélé le corps d'un grimpeur qui était mort dans les années 90. Il avait été parfaitement préservé pendant plus de 20 ans. Et soudain il était juste là, visible pour chaque grimpeur qui passait. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de littéralement marcher sur quelqu'un qui avait le même rêve que vous mais n'a pas réussi à rentrer chez lui? Voici quelque chose qui va vous rendre absolument malade. Le mont Everest, la montagne la plus sacrée de la Terre, a été transformé en la décharge la plus haute du monde. Chaque saison d'escalade, des centaines de grimpeurs et de personnel de soutien génèrent environ 26 000 livres estimés de déchets humains. 26 000 livres. Et ces déchets ne disparaissent pas simplement. Ils restent dans des fosses peu profondes, pourrissant à haute altitude où rien ne se décompose. Mais les déchets humains ne sont que le début. La montagne est jonchée de réservoirs d'oxygène abandonnés, chacun pesant environ 5 livres et coûtant environ 400 $. Les grimpeurs les abandonnent régulièrement quand ils sont vides plutôt que de porter le poids en redescendant. Il y a environ 100 000 livres estimés de détritus au-dessus du camp de base. 100 000 livres. Bidons de carburant vides, tentes déchirées, équipements cassés, emballages alimentaires. Tout simplement jetés sur la montagne. Pouvez-vous imaginer la mentalité de quelqu'un qui préférerait souiller le pic le plus sacré du monde plutôt que de porter ses propres détritus? Quand Hillary et Tenzing ont atteint le sommet en 1953, ils n'ont laissé que des empreintes et n'ont pris que des photographies et une petite poignée de neige comme preuve. Le respect qu'ils ont montré pour la beauté pristine de la montagne est quelque chose qui me touche profondément encore aujourd'hui. Maintenant, le pic qui inspirait l'admiration pour sa beauté intacte est tellement pollué que chaque goutte d'eau doit être soigneusement traitée. La montagne où les grimpeurs pouvaient autrefois boire directement dans les ruisseaux est devenue un site de déchets toxiques. Pour le peuple Sherpa, l'Everest n'est pas juste une montagne. C'est Chomolungma, la déesse mère du monde. C'est sacré. Avant toute tentative d'escalade, les Sherpas effectuent des cérémonies puja, demandant la permission à la montagne et une bénédiction pour un passage sûr. Même les premiers grimpeurs occidentaux ont adopté une partie de cette révérence, comprenant qu'ils étaient des invités sur un pic sacré. Il y avait de l'humilité. Il y avait du respect. Il y avait la reconnaissance que cette montagne était plus grande que toute ambition individuelle. Tout cela a disparu maintenant. Le Népal traite maintenant l'Everest comme une ressource naturelle à extraire, délivrant des permis à quiconque peut payer les frais de 15 000 $. La montagne sacrée est devenue la pierre angulaire d'une industrie du tourisme d'aventure de 370 millions de $. Il y a des expéditions budgétaires de l'Everest pour 35 000 $, des expéditions premium pour 100 000 $ et des expéditions de luxe pour plus de 200 000 $. Mais voici ce que les matériaux marketing ne vous disent pas. Plus vous payez, plus vous mettez de risques sur d'autres personnes. Les expéditions de luxe ne rendent pas l'Everest plus sûr pour vous. Elles signifient juste que plus de Sherpas portent plus de vos affaires en prenant plus de risques en votre nom. Au Népal, où la personne moyenne gagne moins de 700 $ par an, le gouvernement empoche près de 20 millions de $ annuellement en frais de permis. Cette pression économique crée des incitations à maximiser le nombre de grimpeurs plutôt qu'à protéger l'intégrité culturelle et environnementale de la montagne. Alors, nous voici en 2025 et je dois vous demander, qu'est-ce que prouvait l'escalade de l'Everest maintenant? En 1953, Hillary et Tenzing ont prouvé que les humains pouvaient accomplir l'impossible grâce à la détermination, la compétence, la préparation et le respect du défi. Leur réalisation a inspiré toute une génération à croire au potentiel humain. En 2025, que prouve un sommet de l'Everest? Que si vous avez assez d'argent, vous pouvez payer d'autres personnes pour vous porter sur une montagne pendant que vous prenez des selfies. Que l'engagement des réseaux sociaux vaut la peine de risquer plusieurs vies. Que les lieux sacrés peuvent être transformés en centres de profit. Laissez-moi poser quelques questions qui, honnêtement, me tiennent éveillé la nuit. Est-il éthique d'escalader l'Everest quand votre tentative contribue directement à l'exploitation des communautés locales? Chaque expédition commerciale dépend de Sherpas qui sont payés une fraction de ce que les clients paient tout en prenant des risques infiniment plus élevés. Est-il éthique de tenter l'Everest sans formation appropriée, sachant que votre inexpérience met d'autres grimpeurs en danger? Les embouteillages qui tuent des gens dans la zone de la mort sont largement causés par des touristes non préparés se déplaçant trop lentement à travers un terrain dangereux. Est-il éthique de transformer une montagne sacrée en terrain de jeu pour touristes riches? Le peuple Sherpa considère l'Everest comme une déesse. Pourtant,
Des centaines d'étrangers le traitent maintenant comme un parc d'attractions coûteux. Et peut-être le plus important, est-il éthique de participer à une industrie où les gens meurent régulièrement pour que d'autres puissent prendre des photos Instagram? Certains des alpinistes les plus respectés au monde refusent maintenant d'escalader l'Everest complètement. Ils soutiennent que la montagne a été tellement commercialisée et dégradée qu'elle escaladée ne représente plus aucune réalisation significative. Voici ce que personne ne veut admettre. Il pourrait n'y avoir qu'une seule façon de sauver le mont Everest. Arrêtez de l'escalader complètement. Le fermer. Je sais que cela semble extrême, mais écoutez-moi. Et si escalader l'Everest était restreint seulement aux alpinistes vraiment qualifiés? Et si vous deviez prouver que vous pouvez escalader d'autres pics de 8000 mètres avant d'être autorisé sur l'Everest? Et si le nombre de permis était limité à 50 par an au lieu de 500? Et si les Sherpas étaient traités comme des partenaires égaux au lieu d'animaux de somme? Et s'ils recevaient 50% des profits d'expédition au lieu de 10%? Et si leur sécurité était prioritaire sur la commodité du client? Et si la documentation des réseaux sociaux était interdite au-dessus du camp de base? Et si l'accent retournait à la réalisation personnelle au lieu de la performance publique? Certaines personnes soutiennent qu'escalader l'Everest fournit un revenu essentiel aux communautés Sherpas. Et c'est vrai. Mais est-ce la seule façon? Le Népal pourrait-il développer un tourisme durable qui n'exige pas que les gens risquent leur vie? La communauté internationale pourrait-elle soutenir les communautés Sherpas sans transformer leurs montagnes sacrées en pièges mortels? Voici ce qui me hante dans toute cette histoire. La montagne elle-même n'a pas changé. L'Everest est toujours le même pic de 29 032 pieds qu'il était en 1953. Le même vent, le même froid, la même beauté mortelle. La montagne ne se soucie pas de nos permis ou de nos followers Instagram ou de nos machines à espresso. À 29 000 pieds, l'Everest enlève toute prétention. Votre compte en banque ne signifie rien. Vos followers de réseaux sociaux ne signifient rien. Votre équipement de créateur ne signifie rien là-haut. Vous êtes juste un être humain fragile dans l'environnement le plus hostile de la Terre. Et la montagne vous tuera sans hésitation si vous n'êtes pas préparé. C'est ce qu'Hilary et Tenzing ont compris. Ils ont approché la montagne avec humilité, respect et compétences véritables gagnées à travers des années de dévouement. Ils l'ont traité comme un défi sacré, pas comme une marchandise à consommer. La montagne se souvient de ce qu'ils ont fait. Elle se souvient du respect qu'ils ont montré. Elle se souvient quand escalader concernait pousser les limites humaines plutôt que pousser les métriques d'engagement. Et peut-être, juste peut-être, si nous pouvons nous en souvenir aussi, il y a encore de l'espoir tant pour la montagne que pour nous. Alors, voici où nous en sommes en 2025. Nous avons pris la plus grande réalisation d'alpinisme de l'humanité et l'avons transformée en tout ce qui ne va pas avec la culture moderne. Exploitation, destruction environnementale, narcissisme des réseaux sociaux et marchandisation d'espaces sacrés. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Chaque année, les gens me demandent ce que je pense qui devrait arriver au mont Everest. Devrait-il être fermé à l'escalade? Les permis devraient-ils être restreints? Le gouvernement népalais devrait-il changer les règles? Mais je pense que nous posons les mauvaises questions. La vraie question n'est pas ce qui devrait arriver à l'Everest. La vraie question est ce que nous voulons être en tant qu'être humain. Voulons-nous être le genre de personnes qui piétinent des corps morts pour prendre des selfies? Voulons-nous exploiter les communautés locales pour nos réalisations personnelles? Voulons-nous transformer des espaces sacrés en centres de profit? Ou voulons-nous être le genre de personnes qu'Hilary et Tenzing étaient? Humbles, préparés, respectueux et concentrés sur des réalisations véritables plutôt que sur la performance des réseaux sociaux. La montagne ne va nulle part. Elle nous survivra tous. La question est, quel héritage voulons-nous laisser sur ces pentes? En 1953, deux hommes se sont dressés là où aucun humain n'avait jamais été. Et ils l'ont fait avec grâce, humilité et respect. Ils ont laissé la montagne meilleure qu'ils ne l'avaient trouvée. Et ils ont inspiré le monde avec ce que les humains pouvaient accomplir quand nous sommes à notre meilleur. En 2025, des centaines de personnes se dressent là où des milliers ont été avant. Et ils laissent derrière eux des détritus, de l'exploitation et la mort. Ils montrent au monde ce que nous sommes devenus quand nous sommes à notre pire. La question n'est pas si l'Everest peut être sauvé, c'est si nous voulons le sauver. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans le prochain. Restez audacieux et vivez courageusement.